Alors, je vais présenter rapidement Vladimir Andreev, qui est professeur d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'économie industrielle, notamment des multinationales, d'économie du développement, d'économie de la planification et de la transition post-socialiste. Et pour ce qui concerne son exposé aujourd'hui, c'est un spécialiste reconnu internationalement d'économie du sport. Il a été président de l'International Association of Sport Economics et il préside aujourd'hui le conseil scientifique de l'Observatoire économique du sport. Il a aussi été président de l'Association française de sciences économiques. Nous en aurons un autre cet après-midi. Donc nous avons des collègues présidents. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Je vous signale notamment Recent Development in the Economics of Sport en 2011 et un livre qui est une somme, Mondialisation économique du sport, paru en 2012. Le voilà d'ailleurs. Voilà, c'est un domaine de recherche, l'économie du sport, qui est devenu très foisonnant et je dois dire aussi très stimulant. Je lui donne la parole. Bonjour, donc je vais vous parler du marché du talent et du travail sportif, régulation ou dérégulation. Alors en introduction, bien que je ne sois pas historien, je vais faire un petit rappel. Alors d'abord, qu'est-ce que nous entendons comme économistes sous le nom de talent sportif? Eh bien, c'est un ensemble de prédispositions, d'aptitudes, de capacités, de qualités, de compétences innées, ça a déjà été dit, et ou acquises, qui facilitent la pratique sportive et notamment la pratique à haut niveau. Et donc, comme il y a une partie qui est acquise, il y a un processus d'acquisition qui passe par de l'apprentissage, de l'entraînement répétitif, de la décomposition des tâches, souvent du travail en équipe, et les sports dont je vais parler sont tout à fait exemplaires à cet égard, et à la fin, l'évaluation de la performance. Vous êtes champion, vous ne l'êtes pas, etc. C'est une analyse, cette analogie entre le processus de travail et le processus sportif a été menée par un sociologue connu, Jean-Marie Brome, dans sa thèse d'État. Alors, quand on se situe dans le sport de haut niveau, sport d'élite, sport professionnel, eh bien, il s'agit vraiment d'un travail. Ce talent est échangé sur un marché du travail et il est rémunéré, selon nous les économistes, en principe en fonction de sa productivité. Sauf que là, on a un petit problème d'évaluation de la productivité. C'est quoi la productivité de Zidane ou de Pogba? Alors en général, on essaye de l'estimer avec des modèles économétriques en essayant de tester quelle est l'attractivité d'un joueur quand on le met sur le terrain. Est-ce que ça attire plus de personnes que quand il n'y est pas, etc. Alors, le travail sportif rémunéré, paraît-il, date des Jeux antiques de 4 siècles avant Jésus-Christ. Je laisse aux historiens le soin de vérifier. Moi, je vais me concentrer plutôt sur le sport dit moderne, qui est apparu, pour ce qui est du talent à haut niveau, avec la formation d'une première ligue professionnelle de sport d'équipe, et qui était une ligue fermée. Je reviendrai sur ce point par la suite. Et c'était la National League Baseball, en 1876, qui est devenue en 1903 la Major League Baseball. Et entre-temps, en 1879, elle a adopté ce qu'on appelle une Reserve Clause, c'est-à-dire une clause qui interdit à un joueur de changer de club, sauf si le propriétaire de son club de départ est d'accord. Okay. Puis, le même système de ligue fermée s'est étendu à la National Hockey League en 1917, National Football League, c'est-à-dire le football américain, en 1920, National Basketball Association en 1949 et la Major League Soccer, c'est-à-dire le football à notre façon à nous, européen, en 1996. C'est aussi le système de ligue fermée qui prévaut dans les sports professionnels australiens, dans le baseball et le football américain quand ils sont joués au Japon ou en Corée du Sud. C'est aussi ce qui prévaut dans le cricket en Angleterre depuis le 19e siècle et jusqu'à la dernière ligue de cricket créée dans le monde, qui est l'Indian Cricket League en 2007. Voilà. Alors je reviendrai sur ce qu'est une ligue fermée. Par opposition à cela, la première ligue ouverte a été créée en 1888 en Angleterre avec la English League Football, mais c'est en fait du soccer, c'est notre football à nous, si je puis dire. Et ils ont, dans cette ligue, adopté dès 1899 un Retain and Transfer System, c'est à peu près la même chose que la clause de réserve. Le joueur ne peut pas bouger sans l'accord du propriétaire du club. Et ce système qui s'est mis en place en 1899 a été aboli en décembre 1995 par l'arrêt Bosman,
sur lequel je dirai 2 mots tout à l'heure. Ensuite, s'est créé en Angleterre la Rugby League en 1895. Et puis, peu à peu, ce système de ligue ouverte s'est exporté, d'abord par le football, vers toute l'Europe continentale. La première ligue professionnelle de football en France a été créée en 1932. Et puis, c'est le cas dans la plupart des sports qu'on appelle olympiques, ou d'ailleurs pas olympiques, qui sont gouvernés par des fédérations sportives internationales. On a à ce moment-là un système de ligue ouverte et non pas de ligue fermée. Alors, il faut donc expliciter un peu cela. Qu'est-ce qu'une ligue fermée? Qu'est-ce qu'une ligue ouverte? Parce qu'en effet, la nature de la ligue va déterminer le fait que le marché du travail sera régulé, pas régulé, ou entre les deux, etc. Voilà. Alors, pour apprécier cela, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord, au niveau du système sportif dans son ensemble, qu'est-ce qu'un système de ligue fermée, de sport avec des ligues fermées? Eh bien, c'est un système dans lequel la ligue est totalement indépendante. C'est une entreprise, à la limite, c'est une entreprise totalement indépendante. Elle n'est contrôlée que par les clubs qui en font partie. Elle est contrôlée collectivement par les clubs qui en font partie, et elle définit ses propres règles, que ce soit les règles du jeu, les règles économiques, etc. C'est tout à fait différent dans ce qu'on appelle le système ouvert ou le système des ligues ouvertes, puisqu'à ce moment-là, la ligue de sport professionnel, disons du football français, a au-dessus d'elle un organisme qui en principe a la tutelle, même s'il ne l'exerce pas trop, qui est la Fédération française de football. Et la Fédération française de football a elle-même une tutelle, si je puis dire, qui est la FIFA, la Fédération internationale de Football Association. Okay? Donc, on est dans un système hiérarchique vertical, et c'est au sommet que se définissent les règles. Les règles du football sont définies par la FIFA. Et évidemment, une des règles qui n'existe pas dans les ligues fermées, c'est que les clubs doivent fournir des joueurs à la sélection nationale qui va défendre les couleurs de la France dans différentes compétitions. Ça n'existe pas dans le baseball américain. Il n'y a pas d'équipe nationale de baseball. Voilà, donc il y a des implications importantes des deux systèmes à ce niveau-là. Une autre implication, donc je ne vais pas détailler tous les tableaux, c'est un peu long. Une autre implication sur laquelle je vais insister, c'est que dans le système des ligues fermées, est-ce que la concurrence peut jouer? Non. Tous les clubs autogèrent la ligue. Il n'y a pas de concurrence entre eux ici. Ça, en fait, je vais le dire, c'est un cartel. Donc il n'y a pas de concurrence. La seule manière dont la concurrence peut apparaître dans un système de ligue fermée, c'est que des propriétaires d'équipes décident de créer une ligue rivale. Il y a eu 13 cas comme ça de ligues rivales qui ont été créées pour concurrencer la Major League Baseball, le football américain, etc. En revanche, dans le système ouvert, de ligue ouverte, il est en général interdit de créer une ligue rivale. Essayez de créer une ligue concurrente de la ligue du football professionnel en France. Vous n'y arriverez pas. Premier obstacle, vous aurez la Fédération française de football qui s'y opposera et par-dessus la FIFA. Les fédérations internationales sportives interdisent la création de ligues rivales. Donc voilà une première série de différences au niveau des systèmes sportifs, si je puis dire. Une deuxième série de différences peut être caractérisée au niveau de la ligue elle-même. Donc la ligue fermée, c'est un cartel. Dans les sports nord-américains, c'est un cartel de 30 équipes. En baseball, tout ça, il y a 30 équipes, exactement 30. Il n'y a que le football américain qui en a 32. Voilà. Donc, il n'y a pas de concurrence du tout. C'est un système planifié, plus ou moins, comme je vais vous le dire ensuite. Alors que dans le système de ligue ouverte, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence entre les clubs, entre les 20 clubs qui jouent aujourd'hui en Ligue 1, en football. Il y a une concurrence à la fois sportive et économique, et c'est sur l'économique que j'insiste. Et donc ça atténue beaucoup le pouvoir de cartel de cette ligue. Et notamment, une grande différence, c'est qu'on ne peut pas entrer comme on veut dans une ligue fermée. Pour entrer dans une ligue fermée, il faut attendre que la ligue mette en vente ce qu'on appelle une franchise d'expansion. C'est-à-dire disent, on va passer de 30 à 31 clubs. Qui veut acheter la 31e franchise? C'est en général plus d'1 milliard de dollars. Okay,
Donc, qui veut la 31e franchise? Tant que la Ligue ne décide pas ça, elle est complètement fermée. Et si vous êtes candidat, il faut que vous soyez voté par les 30 clubs existants à une majorité de 75%. Pas une majorité de 51%, une majorité de 75%. Donc la Ligue est très fermée, y compris parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est de plus d'1 milliard de dollars. Une Ligue ouverte, elle est ouverte. Vous pouvez entrer de deux manières, par exemple dans la Ligue 1. Une manière, c'est que vous êtes un club de Ligue 2 et vous allez être promu, parce que vous allez être le champion de la Ligue 2, vous allez grimper en Ligue 1, vous allez entrer en Ligue 1. Donc ça s'appelle un système de promotion et relégation, puisque si vous montez en Ligue 1, quelqu'un va descendre à votre place en Ligue 2. Le système de promotion-relégation assure une certaine ouverture de la Ligue. Et puis il y a une liberté d'entrée. Vous pouvez toujours créer en France un club de football au niveau de la promotion d'honneur et espérer grimper en une dizaine d'années jusqu'en Ligue 1. Il y a un club allemand qui a fait ça récemment, il y a quelques années, qui est le club de Hoffenheim, qui est parti du tout en bas et il joue en Bundesliga maintenant. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit, vous ne payez pas de droit d'entrée dans une ligue ouverte. Autre aspect sur la localisation des équipes, une fois que vous entrez dans une ligue fermée, eh bien la ligue fermée vous garantit une exclusivité territoriale. Vous serez le seul club de baseball à New Orleans. Donc vous aurez un monopole local sur toute la région urbaine et au-delà de New Orleans. En revanche, une ligue ouverte, puisqu'on y va par promotion, relégation, ne garantit aucune exclusivité territoriale. Et donc vous pouvez avoir dans une grande ville plusieurs clubs qui jouent la même compétition. La English Premier League a régulièrement 5 ou 6 clubs de Londres, 2 de Manchester, etc. 2 de Liverpool également. Voilà. Donc c'est une autre différence. Enfin, dans les ligues fermées, il est autorisé pour une équipe, si elle trouve que son marché de New Orleans n'est pas très rentable, elle est autorisée à proposer une délocalisation vers Los Angeles, imaginons, parce que le marché est meilleur à Los Angeles. Il suffit que 75% des collègues, directeurs des autres équipes, propriétaires des autres équipes, votent en faveur de cela, mais vous allez exposer des critères économiques, en général convaincants, pour dire que vous voulez bouger. En revanche, dans les ligues ouvertes, la délocalisation géographique, elle n'est pas interdite, mais elle est peu pratiquée. Et quand elle est réalisée, comme dans le cas du club de football de Wimbledon en Angleterre, elle est vivement contestée par les concurrents qui ne sont pas habitués à ce genre de manœuvre. Enfin, le dernier élément que je vais commenter ici, les ligues fermées nord-américaines sont exemptées d'application de la loi antitrust. Ça a beaucoup d'implications. Alors que les ligues ouvertes, elles, sont soumises aux législations antitrust dans les pays où elles sont, et par exemple dans l'UE, elles sont soumises à la politique de concurrence européenne. Enfin, au niveau des clubs, les principales différences sont les suivantes. Bon, donc les équipes nord-américaines sont des équipes franchisées, les clubs européens sont des clubs indépendants, juridiquement, etc., et économiquement aussi. La deuxième chose sur laquelle j'insisterai, c'est que la mobilité, c'est la conséquence de ce que j'ai dit précédemment, la mobilité est horizontale en ligue fermée, c'est-à-dire c'est une mobilité géographique, mais on ne change pas de division, on est toujours en Major League, mais on bouge d'une ville à une autre, alors que la mobilité est verticale dans le système de ligue ouverte. Le club va monter dans une division supérieure, descendre dans une division inférieure. Dans les ligues fermées, parce qu'elles sont fermées, certaines ligues, comme la NFL, interdisent la cotation en bourse des équipes. Interdisent, c'est strictement interdit, c'est dans les règlements. Mais même quand c'est permis, les entreprises ne vont pas en bourse. Il y a, sur 132 clubs des 4 Major League, il n'y a qu'un club coté en bourse. Et encore, c'est un club assez particulier, il est la propriété de ses membres. C'est une sorte de coopérative, voilà. Mais c'est la seule exception. En revanche, il n'y a pas de restriction à la cotation en bourse des clubs dans les ligues ouvertes. Et par exemple, dans le football européen, il y a eu à un moment donné jusqu'à 44 clubs cotés. Maintenant, il n'y en a plus que 22 ou 23
parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent comme ils l'espéraient, mais c'est tout à fait possible, permis, etc. La dernière chose intéressante pour les économistes, quels sont les objectifs d'un club en ligue fermée? Eh bien, c'est de gagner de l'argent. Nous, les économistes, on traduit ça par maximiser le profit. Voilà. Accessoirement, il faut gagner des matchs aussi, mais principalement, il faut gagner de l'argent. Alors que dans les ligues ouvertes, l'objectif numéro 1 fondamental, c'est gagner sur le terrain, réaliser des victoires, parce que sans victoire, pas de promotion, et sans victoire, relégation. Donc c'est essentiel, c'est le premier objectif. Enfin, en termes de gouvernance, les ligues fermées sont soumises à une sorte de gouvernance collective, c'est-à-dire les 30 clubs élisent ou nomment un planificateur central, qu'on appelle le commissioner, qui prend toutes les décisions, alors que, évidemment, dans les clubs de football français, par exemple, ce sont les managers de chaque club, nommés par les propriétaires, qui gèrent. Alors, je passerai, faute de temps, sur la redistribution des revenus. Si vous voulez, dans les questions, on pourra y revenir. Et je passe au deuxième point, le cas de la régulation du marché du talent sportif, qui est le cas absolu des ligues fermées, puisque depuis l'arrêt Bosman, nous sommes en ligue ouverte dans un système qui a été dérégulé. Alors, vous avez le tableau, on pourra y revenir si vous voulez, mais je vais le commenter peut-être plus en détail que les tableaux précédents, en commençant donc par les ligues fermées de type de celles qu'on a en Amérique du Nord. Alors donc, initialement, il y avait cette clause de réserve qui interdisait la mobilité sans l'accord du propriétaire du club. Eh bien, évidemment, des joueurs ont attaqué ce dispositif en justice en 1922. Et qu'est-ce qu'a décidé la Cour suprême des États-Unis? C'était dans le baseball. Eh bien, la Cour suprême des États-Unis a décidé d'exempter la Major League Baseball de l'application de la loi antitrust Sherman de 1890. Okay? Quel a été le motif? C'est tout à fait intéressant. Le baseball, ce n'est pas du business, c'est une exhibition, et ce n'est pas du commerce. Voilà. Bon, à vous de juger. Mais la même chose, la même jurisprudence s'est étendue ensuite au football américain, au basketball, et même à la Major League Soccer, la plus récemment créée. Deuxième point, comment recrute-t-on des joueurs dans ces ligues fermées, puisqu'elles sont fermées? Eh bien, on ne les recrute pas selon les lois du marché. Alors, on ne publie pas un appel d'offres ou un poste vacant. Chaque année, une fois par an, la Ligue établit ce qu'elle appelle la Rookie Draft. Rookie, ça veut dire nouveau joueur nouveau dans la Ligue. Et tous les joueurs potentiellement intéressés et qualifiés pour jouer dans la Major League Baseball sont candidats. Ils sont classés sur la liste selon leur degré de compétence, selon leurs skills ou leurs records, c'est-à-dire leur performance passée, etc. Et donc, cette liste assure, le fait que ça se passe par cette liste, assure un monopsone de la Ligue. Hein. Le monopsone, pour ceux qui ne sont pas économistes, c'est un monopole à l'achat. Hein. Un seul acheteur, la Ligue. Et deuxièmement, il n'y a pas de liberté d'embauche pour les clubs. C'est une économie planifiée, quasiment. Hein. Les clubs ne sont pas libres d'acheter le joueur qu'ils veulent. Ils vont obtenir les joueurs qui sont sur la liste, sur la Rookie Draft, parce que cette Rookie Draft est en même temps ce qu'on appelle une Reverse Order of Finished Draft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs vont choisir dans la liste des joueurs classés par qualification, si je puis dire, de la façon suivante. L'équipe qui a fini le championnat en dernière position l'an dernier va choisir la première, aura, comme on dit en anglais, le premier pick, va piquer le premier joueur, donc elle va prendre le meilleur. Puis l'équipe classée avant-dernière l'an dernier va choisir le deuxième meilleur joueur. Puis l'équipe antépénultième va choisir le troisième meilleur joueur, et ainsi de suite. On fait un round de 30 picks, puisqu'il y a 30 équipes. Et puis s'il y a plus de 30 joueurs dans la liste, on continue avec un deuxième round, toujours dans le même ordre. Alors quel est l'argument derrière cette pratique? L'argument des propriétaires de clubs et des ligues est celui-ci: ça va maintenir ou rétablir l'équilibre compétitif dans la ligue. Puisque le club le plus faible va choisir le joueur le plus fort,
et ainsi de suite. Donc ça va rétablir l'équilibre des forces en présence sur le terrain. Évidemment, derrière cela, il y a aussi l'idée mais qui n'est pas, il n'y a pas de publicité là-dessus, c'est pour la Ligue un moyen de garder son pouvoir de monopsone et qui, en fait, élimine la liberté de recrutement des équipes. C'est une économie planifiée de ce point de vue. Vient ensuite ce qu'on appelle les roster limits à l'embauche. C'est-à-dire les clubs, non seulement ne peuvent pas choisir leurs joueurs, mais ne peuvent pas en embaucher autant qu'ils veulent. Par exemple, dans la Major League Baseball, la roster limit est de 15 joueurs. Une équipe n'a le droit d'avoir que 15 joueurs. Elle en aligne 8 sur le terrain. Donc, en gros, un remplaçant pour chaque. Voilà, mais pas plus. L'achat-vente des joueurs en cash est interdit dans 2 ligues. Dans le football américain depuis 1960 et dans le baseball depuis 1976. C'est strictement interdit. Ce n'est que du troc. Je vous donne ma vedette et vous me donnez 3 joueurs moins bons. Voilà. Alors on fait un peu d'ajustement par de la monnaie si les valeurs ne sont pas identiques, mais ce n'est pas en cash. Et dans les autres ligues où ça peut être en cash, il y a souvent du troc aussi. Le cash n'est utilisé en général que pour quelques superstars, comme on appelle les joueurs vedettes. Et donc, de ce fait, il n'y a quasiment pas beaucoup de concurrence des clubs pour acquérir le même joueur. Ils s'entendent et ils troquent. Il n'y a pas des surenchères sur Pogba ou sur Zidane, ça n'existe pas. Ça. Ensuite, un autre dispositif, les conditions de travail des joueurs et les grilles salariales résultent d'un collective bargaining, d'une convention collective négociée entre les propriétaires représentés par le commissioner et le syndicat unique de joueurs. Dans chaque ligue, tous les joueurs sont syndiqués, dans un seul et unique syndicat. Et ensuite, une fois ces conditions collectives définies, chaque joueur va signer un contrat individuel définissant son salaire selon son palmarès, etc., avec le propriétaire. Certains joueurs, qu'on appelle les veterans, c'est-à-dire des joueurs qui ont une certaine ancienneté, eux ont le droit de négocier assez fortement leur salaire individuel. Donc, ils le font. Ils ont un statut qu'on appelle de free agent, c'est-à-dire ils ont la liberté de contracter comme ils le veulent. Et donc, dans ce cas-là, il y a des conflits entre eux et les propriétaires de temps en temps. Et alors, à ce moment-là, il y a une procédure d'arbitrage qui existe, qui s'appelle Final Offer Salary Arbitration. On recourt à des juristes qui, en général, trouvent un compromis acceptable pour les deux parties. Enfin, le plafonnement salarial, la fameuse salary cap. Alors, il y a 2 types de salary cap. Il y a la soft salary cap en basketball et en soccer. Et il y a la hard salary cap qui est dans le football américain et le hockey sur glace. Il n'y a pas de salary cap dans le baseball. Alors, qu'est-ce que c'est une salary cap? C'est simplement le fait que, pour la saison qui vient, la masse salariale de la Ligue ne peut dépasser un certain pourcentage déterminé de ses revenus annuels, et ce même pourcentage est appliqué à chacun des clubs de la Ligue. Voilà, il y a un certain pourcentage, vous ne pouvez pas faire plus de 70% de masse salariale, 70% de vos revenus annuels. Alors, la cap est soft et douce lorsqu'en fait le dépassement de ce plafonnement salarial n'est pas sanctionné. C'est le cas dans deux ligues là, que j'ai mentionnées. Ça n'est pas sanctionné, simplement les clubs qui dépassent sont incités à modifier l'assortiment des joueurs pour se rapprocher de la cap. Donc, je ne sais pas quoi, échanger une vedette très chère contre 2 joueurs moins chers en termes de salaire. Mais ça ne leur interdit pas de renouveler le contrat du joueur qui a fait dépasser la cap. C'était le cas de Larry Bird, qui, dans son équipe de basketball, à lui tout seul, représentait 90% de la masse salariale. Pas mal. OK, voilà. Donc, mais il est resté. Alors, la cap est hard lorsque le dépassement de la masse salariale réglementée est dépassé. Il y a une sanction, une amende doit être payée par les clubs qui dépassent, et le produit de cette amende est redistribué entre les clubs qui, eux, ne dépassent pas leur cap. Une autre sanction, c'est la perte de son premier tour dans la draft, c'est-à-dire dans le choix des joueurs au recrutement. On perd son tour. Voilà. Mais en général, les clubs qui sont sanctionnés contournent la sanction en jouant sur la durée du contrat des joueurs, en mettant fin
aux contrats avant terme ou en retardant certains paiements. Alors évidemment, les joueurs ne sont pas censés accepter ça, mais si vous leur donnez un bonus ou un dessous de table, ça marche. Voilà. Donc, dernier dispositif, la Luxury Tax, qui n'existe qu'en baseball et basketball. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un système un peu plus flexible que le plafonnement salarial. C'est un dispositif qui permet à une équipe de dépasser un seuil spécifié de dépenses salariales, à condition qu'elle accepte au préalable de payer une taxe pour obtenir ce privilège, de dépasser ses dépenses salariales prévues. Alors la taxe, selon les ligues et les moments, a varié entre 17 et 40%, et le produit de cette taxe est affecté à la formation de jeunes joueurs et aux équipes disciplinées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas demandé la Luxury Tax. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de régulations. Si vous êtes un chef d'entreprise d'une des équipes, vous avez beaucoup d'aspects de votre activité qui est planifié. Je n'insisterai pas sur le fait que votre marché de votre produit est aussi planifié. Mais là, tout est régulé. Et toutes ces régulations sont justifiées officiellement par les propriétaires par le maintien de l'équilibre compétitif de la Ligue. De toujours rééquilibrer les forces, mais évidemment pas en dessous. Ça aussi pour objectif de freiner l'inflation salariale. Enfin, il y a, comme je vous l'ai dit, un syndicat par ligue de joueurs qui est très fort, puisqu'il y a tous les joueurs, et qui est très riche. Et il peut donc soutenir des grèves. Il y a des grèves dans le sport professionnel américain. Il y en a très peu dans le sport professionnel européen. Alors je vais juste citer la plus célèbre. Quand il y a une grève, d'ailleurs, les propriétaires répondent par un lockout, c'est-à-dire ils ferment le stade et ils disent « tant que le conflit n'est pas résolu, il n'y aura pas un seul match. Tout le monde perd de l'argent, mais tant pis ». Et le conflit le plus long date de la saison 2004-2005 dans le hockey sur glace. La grève et le lockout ont duré 310 jours. Donc toute la saison a été annulée. Il n'y a pas eu de saison de NHL. En 2005, alors pourquoi il y avait un conflit? Parce qu'il y avait un désaccord sur la masse salariale en négociation pour l'année suivante dans la convention collective. Donc les joueurs se sont mis en grève, les propriétaires ont dit on ferme les stades. On a estimé les pertes financières à 2 milliards de dollars pour les propriétaires, et pour les joueurs, 1 milliard de dollars, mais qui a été couvert par le syndicat. Le syndicat est plus riche que 1 milliard de dollars. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc. Et à la fin, le conflit a été gagné par les propriétaires, si je puis dire, puisqu'ils ont réussi à imposer une salary cap depuis 2006 dans cette ligue du hockey sur glace. Et ça a validé une fois de plus un vieux dicton qu'on entend aux États-Unis, qui est « Or, le foot professionnel, c'est un système où des milliardaires en dollars exploitent des millionnaires en dollars. » Voilà. Troisième point, la dérégulation du marché sportif et du talent sportif, du marché du talent sportif et du travail sportif. Alors, cette dérégulation est apparue dans les ligues fermées dont j'ai parlé, mais elle est très limitée. Elle est limitée à ce qu'on appelle les joueurs expérimentés ou les veterans. Alors, on est veteran dans la Major League Baseball après 6 ans d'activité dans la ligue, au bout de 5 ans dans le basketball, au bout de 4 ans en NFL et NHL. Donc, la première ligue qui a obtenu, où ce système s'est mis en place, c'est le baseball en 1976, où après, là aussi, des grèves de joueurs. Les joueurs vétérans ont obtenu le statut de free agent, c'est-à-dire la liberté de contracter, de négocier leur propre salaire et conditions de travail et contrats de travail par eux-mêmes. Et donc, il s'en est suivi des hausses salariales sur cette catégorie de joueurs-là. Et donc, il s'en est suivi des salary caps. Voilà, il s'en est suivi des salary caps. La dérégulation du marché du talent sportif dans les ligues ouvertes, et par exemple dans le football européen, elle est totale. Elle est totale et elle date de l'arrêt Bosman, 1995, qui a mondialisé totalement le marché du travail sportif dans le football professionnel. L'arrêt Bosman a jugé comme étant une infraction au traité de Rome à son article 177 toute restriction à la mobilité des joueurs de football, donc toute restriction à leurs transferts, notamment leurs transferts internationaux au sein de l'Union européenne. Donc, de facto, cet arrêt a mis fin
à l'ancien Retain and Transfer System et à une règle qui était en vigueur à l'époque, qu'on appelait la règle 3+2. Une équipe française ne pouvait aligner à n'importe quel match sur le terrain pas plus de 3 étrangers, plus 2 étrangers formés dans le club. Voilà, c'était la règle 3+2. Donc il y avait une discrimination par la nationalité, d'une certaine façon, sur le marché du talent sportif. Et ça a été aboli par l'arrêt Bosman. La jurisprudence Bosman a été ensuite, par étapes, étendue à pratiquement tous les sports de ligue ouverte et à plus de 100 pays du monde, par des arrêts. Malaja, c'est une basketteuse polonaise, Kolpak, un handballeur tchèque, Chemutenkov, un footballeur russe, je crois, voilà, et par les accords de Cotonou de 2001 signés par l'Union européenne avec les pays d'Asie, Caraïbes et Pacifique en 2001. Donc depuis 2001, le marché du travail dans le sport professionnel des ligues ouvertes est pratiquement mondial. Et la conséquence a été une envolée de la mobilité internationale. Alors, les transferts, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et des salaires, alors certains de mes collègues économistes s'arrêtent à des salaires, moi je suis un petit peu moins pessimiste qu'eux, ça a conduit à une envolée des salaires seulement des superstars, c'est-à-dire des grands joueurs qui s'échangent maintenant pour des sommes faramineuses. Voilà. Dans cette situation de dérégulation totale, bon, les clubs ne savaient plus exactement ce qu'il fallait faire, les ligues non plus, et la FIFA, pas davantage, hein, dans le football. Et donc, sous la pression de l'Union européenne, la FIFA a été amenée à adopter de nouvelles règles pour le marché du talent sportif en 2001. Les anciennes primes de transfert des joueurs sont devenues maintenant des primes d'indemnité de formation et de solidarité, hein, qui représentent 5% de la valeur du joueur et qui sont redistribuées vers les clubs qui ont successivement participé à la formation du joueur. Et tout cela est payé tant que le joueur est transféré en dessous de l'âge de 23 ans. Autre règle, un joueur ne peut être transféré qu'une fois par saison. Sa mobilité est totale, c'est-à-dire il peut bouger comme il veut, où il veut, etc., à la fin de son contrat. La durée maximale de contrat est de 5 ans. Et la rupture unilatérale du contrat est possible, mais seulement après 3 ans de respect du contrat. Okay, donc c'est une sorte de régime de CDD pour les joueurs de foot. Enfin, instauration de 2 périodes de transfert. On ne peut pas transférer à n'importe quel moment de l'année. Ces 2 périodes s'appellent les mercatos, en fin de saison et au milieu de la saison. Et enfin, une interdiction des transferts de joueurs de moins de 18 ans, qui est un des plus grands scandales du football européen et mondial. Donc la FIFA a dit c'est interdit maintenant, mais il y a 3 exceptions dans cette règle. C'est que si le joueur est transféré d'un pays de l'UE à un autre pays de l'UE, c'est possible, ça c'est une exception. Deuxièmement, si le joueur est transféré d'un pays à un autre simplement en arguant du fait que ses parents ont bougé parce que professionnellement ils devaient bouger, ok, ça marche. Et puis la 3e exception, c'est je suis belge et je joue dans un club frontalier en France, ça c'est autorisé aussi. Et par ces exceptions, il se trouve que le transfert des joueurs de 10 ans, 12 ans continue. En pratique, aujourd'hui donc, avec cette dérégulation du marché, les clubs font des calculs plus savants qu'autrefois, ils font appel à des économistes de temps en temps, pour arbitrer entre l'embauche, entre la durée du contrat à l'embauche, je voulais dire, le salaire et la prime de transfert. Alors on joue sur ces 3 variables. Avec un petit problème du côté des primes de transfert, les primes de transfert ne sont pas payées aux joueurs, elles sont payées d'un club à un autre, hein, du club d'arrivée au club de départ. Or, les clubs ne sont pas très disciplinés dans les paiements, il y a beaucoup de retard de paiement, et donc la dette des clubs aujourd'hui est souvent formée en partie de retard de paiement sur les transferts. Une autre grosse partie, c'est qu'ils ne payent pas leurs impôts et leurs cotisations sociales non plus. Hein, donc voilà, ils sont assez en déficit et endettés en général. Alors, on est donc dans une situation de marché concurrentiel pour la plupart des joueurs, pour la plupart des talents, hein,
sauf pour les superstars, sauf pour les joueurs vedettes, parce que eux, ils sont quasiment en situation de monopole sur ce marché concurrentiel. C'est quoi leur monopole? Eh bien, ils ont un monopole sur leur talent. Il n'y a qu'un Zidane. Ce n'est pas un joueur substituable. Il n'y a qu'un Pogba. Il n'est pas substituable. Et bien sûr, eux, les joueurs, ou leurs agents qui les conseillent, le savent, et eux ne sont pas soumis terriblement à la concurrence. C'est plutôt eux qui mettent les clubs en concurrence pour acquérir leur propre talent. Et donc, on est sur ce qu'on appelle un marché du travail segmenté. Alors, dernière partie en conclusion, s'il me reste un petit peu de temps. Non, 2 minutes. Alors, je vais être très bref. Vous n'êtes pas économiste, mais on a fait des modèles économiques de ligues fermées, alors reposant sur l'hypothèse que le marché est concurrentiel et les clubs sont wage takers, c'est-à-dire s'adaptent au prix que leur envoie le marché. Chaque joueur contient un certain nombre d'unités de talent homogènes. La variation du nombre de victoires est égale à la variation du nombre de talents acquis, et les clubs maximisent leurs profits. La solution de ce modèle, pour ceux qui sont économistes, ils le comprendront facilement, c'est un équilibre économique de Walras sur le marché du travail qui est atteint quand aucun des clubs ne veut plus procéder à la transaction d'une unité de talent supplémentaire. Ce qui advient, nous les économistes nous le démontrons, quand le revenu marginal procuré par l'acquisition d'un dernier talent est égal au salaire qui est proposé par le marché. Voilà. Ça se traduit par ce petit graphique. Il y a le salaire d'équilibre, la quantité de talent d'équilibre que se partagent deux équipes X et Y. Et vous voyez qu'ici, le talent d'équilibre n'est pas au milieu de l'axe des abscisses. Si on était ici, si T étoile était ici, on aurait ce qu'on appelle un équilibre compétitif de la Ligue. C'est-à-dire les deux équipes auraient autant de talent, donc autant de victoires, autant de chances de victoire, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut dire que l'équipe, dès lors que la taille de marché des deux clubs est différente, on ne sera pas à ce point central, on sera là par exemple, et donc il y a un déséquilibre compétitif. Ça veut dire que l'équilibre économique de Walras crée un déséquilibre sportif dans les ligues. Voilà la conclusion de tout économiste sur le sujet. Et évidemment, alors ça s'appelle une défaillance de marché pour les économistes. Un des résultats qu'on voulait, qui est l'équilibre de la compétition, n'est pas acquis par l'équilibre économique, et ça justifie donc des régulations. D'où toutes les régulations que vous avez dans les ligues américaines qui ressemblent à des économies planifiées, et pas à des économies de marché. Dans les ligues ouvertes, pour terminer, c'est un modèle duo belge Kaysen, on change les hypothèses, on garde le modèle de Walras, dans lesquels les clubs maximisent le nombre des victoires et non plus le profit. Dans ce but, pour avoir le plus de victoires possible, ils recrutent le plus de talents possible et se livrent même à une arms race, à une course aux armements en termes de joueurs, mais ils ont une contrainte budgétaire dure. C'est-à-dire leur revenu, c'est la deuxième ligne de modèle, leur revenu ne doit pas être dépassé par leurs dépenses, notamment leurs dépenses salariales. Voilà. Donc, et puis, troisième hypothèse, il y a une libre entrée des joueurs sur le marché, ce qu'on a vu. Donc, c'est le modèle standard. Alors, je terminerai sur une petite critique que je fais à ce modèle standard, c'est qu'il ne correspond pas à la réalité des ligues européennes concrètes. Par exemple, au football européen. Car la contrainte budgétaire des clubs de football européens n'est pas dure, mais elle est lâche. Ils sont régulièrement en déficit. Ils sont même plus souvent et plus nombreux en déficit qu'à l'équilibre. Et aussi, sur le marché du travail, il y a chaque saison des joueurs au chômage ou qui sont obligés de descendre, se faire embaucher dans un club pas professionnel, etc. Au même moment, il y a des surenchères entre les clubs sur les meilleurs joueurs, sur les superstars. Et donc, j'ai proposé moi-même un modèle de déséquilibre dans un ouvrage récent, en 2015, dont je résume l'idée ainsi. La contrainte qui s'impose aux clubs est une contrainte lâche. Donc, en fait, ils peuvent, et ils le font, ils peuvent dépasser leurs revenus par les salaires qu'ils versent. Ils versent plus de salaires ou ils dépensent plus d'argent, en tous les cas, que ce qu'ils ne gagnent.
Et sur le marché du talent sportif, j'ai essayé de... Alors, je passe tout un tas d'équations qu'il y a dans le modèle. J'ai essayé de formaliser l'idée qu'il y a une partie du marché qui est celui des superstars, qui est en excès de demande. C'est-à-dire tout le monde veut embaucher Pogba. Tout le monde demande Pogba. Il y a un excès de demande sur les superstars. Par contre, il y a un excès d'offres sur le marché des joueurs qu'on appelle en anglais les journeyman players, c'est-à-dire les joueurs ordinaires, qui, eux, sont assez régulièrement au chômage, doivent chercher un club, etc. Et on peut même démontrer que ça se traduit par une sorte d'exploitation des joueurs ordinaires qui reçoivent un salaire inférieur à leur revenu marginal, alors que pour les superstars, c'est plutôt le club qui est exploité parce que les superstars reçoivent des salaires supérieurs à leur revenu marginal. Alors, excusez-moi d'être allé un peu vite là-dessus, mais je veux laisser du temps à vos questions. Merci.